Un cri a brisé le silence. Elle n'est pas morte. La voix du garçon a fendu l'air lourd du grand salon, un son aigu et dissonant dans le concert des sanglots étouffés. Pendant une fraction de seconde, le temps s'est figé. Les prières ont cessé, les murmures se sont tus, même le goutte-à-goutte régulier de la cire des bougies sur le parquet a semblé s'interrompre. Les invités en deuil, visage grave et vêtements sombres, se sont tournés comme un seul homme, l'horreur remplaçant la tristesse sur leurs traits. Personne n'a bougé. Il n'y avait que ce gamin, Léo, maigre, le visage strié de terre, qui se tenait là, le souffle court, comme si chaque inspiration était une douleur. Devant lui, le petit cercueil blanc brillait sous la lumière dorée, trop propre, trop parfait. À l'intérieur, Chloé, que tous pleuraient, gisait immobile, vêtue de son uniforme de la fanfare scolaire, une rose blanche sur la poitrine, ses mains jointes comme pour une prière éternelle. Léo a fait un pas en avant. Immédiatement, deux hommes en costume l'ont attrapé fermement. « Reste à ta place », a sifflé l'un d'eux. « Aie du respect. » Mais Léo est resté planté là. Ses yeux brûlaient. Des larmes menaçaient de déborder, mais il les retenait. « Elle n'est pas morte », a-t-il répété plus doucement, tout son corps tremblant. « Je la connais. Elle n'est pas morte. » Plus tôt dans la journée, ce même Léo se tenait devant les grilles du manoir en Provence, les mains dans les poches, le ventre tordu d'une angoisse sourde. Un ciel gris pesait sur la campagne, promettant la pluie, et une odeur d'encens s'échappait de la grande demeure. À l'intérieur, des gens en noir allaient et venaient. Ils n'avaient pas de costume, pas de chaussures propres, juste de vieilles baskets et le souvenir du rire de Chloé, un son qui résonnait encore dans sa tête. Ils avaient grandi ici, ensemble, même si personne ne le disait. Elle était la fille unique du millionnaire. Il était le fils de Sandrine, la gouvernante. Leur monde ne se croisait que dans les couloirs et le jardin du manoir, où elle fuyait les adultes pour partager avec lui des secrets d'enfant. Un jour, je t'apprendrai à ne pas avoir peur, lui avait-elle dit, perchée sur la plus haute branche du vieux chêne, avec l'assurance de ceux qui ne connaissent pas le danger. Et elle avait tenu parole. C'est pour ça que sa peur, aujourd'hui, était différente. C'était la peur de la perdre pour de bon. À l'intérieur de la maison, l'air était étouffant, un mélange de parfums de luxe et de l'odeur des fleurs qui commençaient à mourir. Léo a avancé à pas lents, ignorant les regards de travers. Personne ne lui a parlé, personne ne l'a arrêté. Sans doute, personne n'imaginait qu'il oserait s'approcher autant. Les murs blancs reflétaient les ombres vacillantes des chandeliers. Le sol en marbre renvoyait l'écho de ses pas, comme un jugement silencieux. Il respirait à peine. Il ne comprenait pas ce qu'il ressentait, seulement que quelque chose n'allait pas. Les médecins, les discours des adultes, les gerbes de fleurs tout semblait faux, trop bien organisé. Elle ne pouvait pas être partie comme ça. Pas elle. Il s'est penché au-dessus du cercueil. La flamme d'une bougie a dansé sur le visage immobile de Chloé et, un instant, il a cru voir sa poitrine se soulever. Il a cligné des yeux, ce n'était rien. Mais son cœur lui hurlait de ne pas douter. Dans son dos, il a entendu des chuchotements indignés. Qu'on le sorte d'ici. Léo a fermé les yeux. Il n'a plus entendu que l'écho de leur dernier jour. Elle courait pieds nus dans l'herbe, ses cheveux au vent, et sa voix lui faisait cette promesse, « Si un jour j'ai peur, viens me chercher. Ne me laisse pas seul. » Il a rouvert les yeux. La bougie la plus proche a vacillé. Sa flamme a caressé la peau de Chloé et il l'a sentie. Pas le froid, mais une chaleur. Une chaleur minime, imperceptible pour les autres, mais assez puissante pour le convaincre. Sa gorge s'est nouée, sa poitrine s'est serrée et, sans réfléchir, il a avancé, encore et encore, jusqu'à ce que sa voix éclate, rauque et désespérée. Elle n'est pas morte. Les murmures sont devenus une clameur. Valérie, la mère, a levé son visage ravagé par le chagrin et l'a regardé, entre colère et incompréhension. Les hommes se sont avancés, le père Jean s'est immobilisé, mais Léo ne voyait plus qu'elle, son ami, et cette certitude qui le consumait. La chaleur ne pouvait pas mentir. L'air est devenu électrique. L'écho du cri de Léo vibrait encore quand les hommes en noir se sont dirigés vers lui. Leurs ombres s'étiraient sur le sol. L'indignation montait dans l'assemblée. « Sortez-le » a ordonné une voix. Il interrompt les funérailles. Des mains se sont tendues, mais Léo a reculé, le menton levé.
J'ai dit qu'elle n'est pas morte, a-t-il répété, la gorge sèche. Sa voix tremblait mais tenait bon. Valérie, près du cercueil, s'est tournée. Son visage était un masque de douleur impassible. Ça suffit, a-t-elle dit sans le regarder. Pas ici. Léo a fait un autre pas. Les hommes ont essayé de l'attraper, mais il leur a échappé et a posé la main sur le cercueil. Il a senti le froid du bois poli, et en dessous, une vibration. Pas le froid de la mort. Il a fermé les yeux, essayant de comprendre. Ce n'était pas une question de température, c'était une intuition. Le monde entier pouvait avoir tort, mais pas son cœur. Il a ouvert les yeux et a fixé Valérie. Touchez-la, a-t-il chuchoté. S'il vous plaît. Elle l'a regardé, perdue. Tout le monde retenait son souffle. Le père Jean a baissé la tête, gêné. Mon enfant, a-t-il commencé, avant de voir les larmes couler sur les joues du garçon. Elle est tiède, a dit Léo, avec une force qui ne venait pas de lui. Vous ne pouvez pas faire ça. Un silence de mort a rempli la pièce. Une horloge a sonné. Puis un homme a ricané. Il est fou. Dehors. On l'a attrapé par le bras, violemment. Léo s'est débattu. Sa poitrine. A-t-il crié. Regardez, elle bouge. Valérie a serré les dents. Elle ne voulait pas regarder. Elle avait déjà vu sa fille mourir une fois, branchée à des machines. Mais la voix de Léo l'a touchée au plus profond. Ce n'était pas de la folie. Lentement, comme dans un cauchemar, elle s'est approchée. Les hommes se sont écartés. Léo l'a supplié du regard. Elle a tendu une main gantée et tremblante, et a effleuré la peau de sa fille. Le gant a glissé. Et elle a senti. Une tiédeur. Pas le froid de la mort. Une tiédeur fragile, à peine là, mais vivante. Elle a eu un hoquet de surprise qui a résonné dans le silence. Non, a-t-elle murmuré. Elle n'est pas froide. Les gens se sont regardés, ne sachant que croire. Un médecin, livide, s'est avancé. C'est impossible. J'ai vérifié le pouls. Il n'y avait rien. Valérie ne l'écoutait plus. Elle a touché à nouveau la joue de sa fille, à main nue cette fois. Et là, sous ses doigts, un muscle a tressailli. Un spasme, un souffle, un frémissement. Le cercueil est devenu le centre du monde. Les murmures se sont transformés en cris. Quelqu'un a renversé une chaise. Une femme a fondu en larmes. Et Léo, au milieu de ce chaos, répétait en boucle « Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. » Le père Jean essayait de calmer les esprits, en vain. Le miracle, ou la folie, était là. Une respiration s'est fait entendre, faible, mais claire. Valérie est tombée à genoux, pleurant sur le bois du cercueil. Léo s'est approché, à bout de souffle. Il a touché les doigts de Chloé et a senti un léger mouvement. Les yeux de Valérie se sont levés vers lui. Le fossé entre l'argent, le statut, la distance avait disparu. Ils étaient liés par ce miracle. Et dans le silence qui a suivi, la certitude de tout le monde s'est brisée. Car quand celle que l'on croyait morte a respiré, plus rien n'était sûr. Des médecins sont entrés en courant. Les invités criaient, priaient, ou filmaient la scène. Léo, lui, est resté immobile. Il savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Sans comprendre comment, le fils de la gouvernante venait de stopper un enterrement. Le salon, autrefois un lieu de recueillement, était maintenant une scène de pure confusion. Les bruits de chaises, les cris, les sonneries de téléphone, chaque son était un coup de marteau dans la poitrine de Léo. Le cercueil ouvert brillait sous la lumière des bougies. Appelez une ambulance. A hurlé quelqu'un. Oh mon Dieu. Elle bouge. A pleuré une autre voix. Léo ne quittait pas Chloé des yeux. Son torse se soulevait, à peine, mais c'était réel. Chaque souffle était un défi lancé à la mort. Les médecins de la famille ont fendu la foule. L'un d'eux, le visage blême, s'est penché sur elle, a examiné ses yeux avec une lampe. Rien. Il a sorti son stéthoscope. Le silence est revenu, si total qu'on aurait entendu une épingle tomber. Le médecin a retenu son souffle, puis il a entendu un battement de cœur.
faible, lent, mais présent. C'est impossible, a-t-il soufflé. Valérie a caché son visage dans ses mains. Léo a reculé d'un pas. Il ne connaissait rien à la médecine, mais il connaissait l'amitié. Et l'amitié ne ment pas. Le médecin s'est redressé, chancelant. Elle a un pouls. Très faible. Mais il est là. La salle a explosé. C'était le chaos. Léo a senti une main l'agripper. Un autre médecin, plus jeune, le regardait avec un mélange de rage et de peur. « Que as-tu fait, gamin? Tu l'as touché? Tu lui as donné quelque chose ?» Léo ne comprenait pas. « Je l'ai juste touché. »« Qu'est-ce que tu lui as donné? » Réponds. A insisté l'homme en le secouant. Avant qu'il ne puisse dire un mot, Valérie est intervenue. « Lâchez-le » a-t-elle crié. « C'est lui qui nous a alertés. Sans lui, je l'aurais enterrée vivante. » Un nouveau silence est tombé, lourd de reproches. Les médecins ont baissé la tête. Léo sentait ses jambes trembler. Il avait fait ce qu'il fallait, mais la peur commençait à le gagner. Dehors, la nouvelle se propageait comme une traînée de poudre. Une fille ressuscitée, un enterrement interrompu par un enfant. Les sirènes se rapprochaient. À l'intérieur, les adultes débattaient. Il faut l'emmener à l'hôpital. C'est trop risqué. Léo s'est isolé dans un coin. Sa mère, Sandrine, est apparue, le visage décomposé. Elle était dans les cuisines quand elle a entendu les cris. En voyant son fils, elle a hésité entre la fierté et la terreur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle demandé à voix basse. Léo n'a pas répondu. Il s'est de nouveau approché du cercueil. Les gens l'ont laissé passer. Les paupières de Chloé tremblaient. Léo a pris sa main. Elle était tiède. Le docteur Pierre Dubois, le médecin en chef, murmurait, tremblant, « Je n'ai jamais vu ça. » Peut-être une catalepsie, Léo ne comprenait pas le mot. Il voyait juste que son amie était vivante, mais que quelque chose n'allait pas. Il le sentait dans l'air, dans les regards fuyants. La peur avait changé. Ce n'était plus la peur qu'on ne l'écoute pas, mais la peur qu'on l'enferme à nouveau dans cette boîte, par orgueil ou par honte. Il s'est tourné vers Valérie. « Ne les laissez pas, s'il vous plaît, ne les laissez pas lui faire du mal. » Elle l'a regardé, et pour la première fois, elle l'a vraiment vu. « Je te le promets, » a-t-elle chuchoté. Un coup de vent a éteint une bougie. La fleur blanche sur la poitrine de Chloé se fanait, réchauffée par son corps. Léo a fermé les yeux. Ce n'était que le début. Il l'avait sauvée, mais les adultes n'allaient pas lui pardonner si facilement. Il avait brisé leur certitude, et maintenant ils le regardaient avec peur. Après le chaos, le silence est revenu, plus lourd qu'avant. Chloé respirait, mais les médecins n'osaient plus la toucher. « Ce n'est pas possible », répétait l'un d'eux. Valérie priait en silence. Le docteur Pierre Dubois a pris les choses en main. « Ne la touchez pas. On pourrait la tuer pour de bon. » Tuer pour de bon. Comme si ce miracle n'était qu'un sursis. « Elle est vivante !» a crié Léo. « Faites quelque chose. » Le docteur l'a toisé. « Ce sont des réflexes post-mortem, gamin. » Léo n'en croyait pas ses oreilles. Et si c'était un miracle? L'homme a ri. Il n'y a pas de miracle dans les funérailles. Valérie s'est retournée. Si, a-t-elle dit. J'en vois un. Le docteur a soupiré. Vous êtes sous le choc, madame. C'est alors que la main de Chloé a bougé. La fleur blanche est tombée par terre. Le petit bruit a eu l'effet d'un coup de feu. Valérie s'est effondrée. Mon Dieu! Elle a bougé. Léo a couru vers le cercueil et a pris la main de son ami. Allez, a-t-il murmuré. Réveille-toi. Valérie le regardait, en larmes. Et puis, l'incroyable s'est produit. Un mot a franchi les lèvres de Chloé. Le nom de Léo. Léo, le temps s'est arrêté. Même le docteur Dubois a perdu son sang-froid. Léo a retenu son souffle. Je suis là. Elle a essayé de parler encore, sans succès. Le médecin s'est précipité,
a vérifié son pouls, ne pouvant plus nier l'évidence. Mon Dieu! Elle revient. La salle a de nouveau sombré dans le chaos. Valérie s'est accrochée au cercueil. Léo s'est appuyé contre le bois, épuisé et en larmes. Elle était vivante. Le docteur Dubois a hurlé des ordres. Brancard, oxygène. La pièce s'est remplie d'une nouvelle énergie. Mais en regardant les visages autour de lui, Léo a vu autre chose que de la joie. Il a vu de la colère. La colère qu'un enfant pauvre ait eu raison contre tous. Un des hommes l'a montré du doigt. C'est sa faute. Personne ne doit être au courant. Le docteur l'a fait taire. Mais le mal était fait. Le miracle avait eu lieu, mais tout le monde n'était pas prêt à l'accepter. Léo a regardé Chloé. Elle a esquissé un sourire. Il a serré sa main. La chaleur était là, et avec elle, un semblant de paix. L'ambulance est arrivée, ses lumières rouges balayant la façade du manoir. Les ambulanciers sont entrés, pressés. La foule se tenait à distance, comme si elle avait peur. Léo tenait toujours la main de Chloé. « Laisse-nous faire, gamin », a dit un ambulancier. Léo l'a regardé, les yeux vides. « Si je la lâche, elle va peut-être repartir. » L'homme n'a pas su quoi dire. « Laissez-le », a murmuré Valérie. Le moniteur cardiaque a commencé son bip régulier. Bip. 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 Vivant. Le docteur Dubois regardait de loin, les bras croisés, inquiet pour sa réputation. Cette histoire ne doit pas s'ébruiter, a-t-il dit à son assistant. Léo l'a entendu. Vous ne pouvez pas la cacher. L'homme l'a fusillé du regard. Tu ne comprends rien au monde, gamin. Alors changez-le, a rétorqué Léo. Si vous mentez encore, elle mourra. Les mots ont claqué. Valérie a regardé Léo, non plus comme le fils de la gouvernante, mais comme son sauveur. On a mis Chloé sur le brancard. En passant devant lui, elle a murmuré un « merci » silencieux. Seul lui l'a vu. Valérie a posé une main sur son épaule. Viens avec moi. Dehors, la nuit était tombée. La pluie lavait les pétales des fleurs funéraires. Léo a regardé l'ambulance s'éloigner. Le silence qui a suivi était différent. Valérie s'est tournée vers lui. Je ne sais pas comment te remercier. Léo a secoué la tête. Promettez-moi juste qu'ils ne l'oublieront pas. Elle l'a regardé un long moment, puis l'a pris dans ses bras. C'était maladroit, mais sincère. À l'intérieur, Léo a traversé le salon dévasté. Il a ramassé la fleur que Chloé avait fait tomber. Elle était fanée, mais encore tiède. Il l'a gardée contre lui, comme un secret. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Mais cette fleur était la preuve qu'il avait raison. Le vent a éteint les dernières bougies. Dans le noir, Léo a fermé les yeux. Il n'a pas pleuré. Il a juste respiré, au même rythme qu'elle. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus peur. La peur était partie avec la mort. Et cette fois, la mort avait perdu. Le jour s'est levé. Léo était assis dans un couloir d'hôpital, les chaussures pleines de boue séchée. Il n'avait pas dormi. Le bip du moniteur derrière la porte était la preuve que son ami était toujours là. Il n'était plus le fils de la gouvernante. Il était le garçon qui avait défié la mort. Mais tout ce qui comptait pour lui, c'était d'entendre ce son. Valérie est sortie de la chambre. Elle avait vieilli de 10 ans en une nuit. Elle a souri à Léo. Elle va s'en sortir, a-t-elle dit. Léo a hoché la tête, sans voix. Elle s'est approchée. Je ne laisserai plus personne la traiter comme une moins que rien, a-t-elle murmuré. Ni toi non plus. Léo l'a regardée, surpris. C'était la première fois que quelqu'un de cette maison lui parlait comme à un égal. Quelques heures plus tard, il marchait dehors. Le ciel était encore gris, mais la lumière était nouvelle. Il tenait toujours la fleur séchée. Il s'est arrêté devant le portail du manoir. Le silence était revenu, mais ce n'était plus le même. Il a posé la fleur contre la grille. J'ai tenu ma promesse, a-t-il soufflé. C'était peut-être ça, le plus important.
Voir quand tout le monde est aveugle. Sentir quand tout le monde est insensible. Parfois, ce qui nous garde en vie, ce n'est pas la science, c'est la foi de quelqu'un qui refuse de nous abandonner. Parfois, il suffit d'une voix pour dire « Attends », quand tout le monde a déjà dit « C'est fini ». C'est ce que Léo a fait. Peut-être que quelqu'un l'a fait pour vous un jour. Ou peut-être que c'est vous qui avez crié. Parce qu'au fond, on a tous un peu de Léo en nous. Cette partie qui y croit encore, même quand le monde entier nous dit que c'est de la folie. Un miracle, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste le courage qui prend le pas sur la peur. Si vous êtes encore là, c'est que cette histoire vous a touché. Elle est aussi la vôtre, parce qu'on a tous dû se battre pour que quelque chose, ou quelqu'un, survive. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ces histoires sont importantes. Et souvenez-vous, un nouveau départ n'est pas toujours bruyant. Il a juste besoin d'être vrai. À la prochaine histoire. Et peut-être qu'elle vous trouvera, où que vous soyez.